Bonjour à toutes et à tous, enfin, bonsoir plutôt. Ravi d'être avec vous donc, pour cette deuxième table ronde sur le thème de l'urgence écologique. On est avec Mathilde Dimmer, donc, qui est coprésidente de Démocratie Ouverte et engagée sur les sujets de climat depuis longtemps. Donc Pablo Servigne, qui est membre du conseil du CNNR et aussi auteur de nombreux ouvrages sur le thème de l'écologie. Et donc Paloma Moritz, qui est journaliste et aussi membre du conseil du CNNR. On va donc parler de ce sujet après le thème de l'urgence sociale de la précédente table ronde, l'urgence écologique. Il y a un très grand nombre de facettes à cette urgence. Est-ce que, Pablo, peut-être tu peux commencer en nous disant, pour toi, en fait, pourquoi on parle d'urgence sur ce thème de l'écologie, quelles sont les différentes facettes de cette urgence, et puis on essaiera aussi durant cette table ronde de dresser des pistes d'espoir, en tout cas quelle est notre marge de manœuvre, pour ne pas être que sur la dimension de l'effondrement, mais aussi de qu'est-ce qu'on a comme marge de manœuvre. Et donc voilà, merci d'être là, et puis on va te laisser faire une petite introduction sur cette question de l'urgence écologique. Ok, merci Martin, merci, bonsoir à toutes et à tous. Oui, sur l'urgence écologique, en fait, l'urgence, elle existe depuis des décennies. Ça fait 50 ans, 60 ans qu'on parle d'écologie. L'écologie, c'est quoi? C'est le social étendu au non-humain, à tout ce qui dépasse de la sphère humaine, la planète, la biosphère, les animaux, les plantes, etc. C'est-à-dire notre maison commune. Et aujourd'hui, donc déjà à l'époque, dans les années 70, il y avait urgence. Il y avait des problèmes déjà climatiques, de pollution, de biodiversité, enfin de destruction des écosystèmes, etc. Et on parlait déjà d'effondrement et de fin du monde. Il y avait aussi la catastrophe nucléaire, enfin le possible holocauste nucléaire. Et aujourd'hui, tout s'est aggravé. Le problème, c'est que dans les écosystèmes, l'écologie, c'est la science des interactions entre les êtres vivants. Et dans ces interactions très complexes, plus on dégrade les écosystèmes, euh, plus, euh, plus ils arrivent proches de seuils de bascule. C'est-à-dire à un moment, il y a un seuil au-delà duquel il y a une population qui s'effondre, un écosystème qui peut s'effondrer, etc. Et on le voit avec les populations d'oiseaux, d'insectes. On met la pression avec des nouveaux insecticides, avec des nouveaux produits, avec je sais pas moi, une pression sur des terres agricoles, sur les terres sauvages, etc. Et à un moment, ça bascule. Voilà, globalement, il y a trois grands problèmes. Bon, il y en a plus, hein, mais on va dire il y a la question climatique, c'est-à-dire que notre civilisation tellement puissante a déréglé même les grands cycles climatiques. Donc ça nous retombe dessus, sur la figure, comme on l'a vu là dans le sud-est, dans la vallée de la Roya et de la Vésubie, avec des pluies exceptionnelles, mais ça arrive avec des sécheresses, des ouragans, etc. Et le deuxième problème, c'est la question de la biodiversité, donc des autres espèces, des non-humains, donc dont les populations s'effondrent littéralement. Et là, il y a récemment un rapport du WWF qui dit que je crois que c'est depuis 40 ans où 40%, près de 50% des populations de vertébrés ont disparu. Donc ça, c'est véritablement à l'échelle écologique, à l'échelle de la vie sur Terre, c'est un effondrement extrêmement rapide. Et le troisième problème, c'est celui des ressources, c'est-à-dire que notre société, civilisation, on va dire, consomme de plus en plus de ressources, et à un moment, il y a des limites, il y a des seuils au-delà desquels on ne peut plus faire avec. Donc tout ça, le problème, c'est que ça arrive ensemble, et on est véritablement dans une urgence aujourd'hui. Merci donc pour cette introduction assez rapide sur des sujets complexes. Je trouve que ça serait intéressant de te donner la parole, Mathilde, parce que donc quelque part tu connais le sujet climatique pour t'être impliqué sur la COP 21, mais quelque part tu l'as aussi abordé avec un prisme démocratique. Et donc est-ce que tu peux nous partager toi ton expérience de la COP 21, ensuite ton expérience des gilets citoyens, de la Convention citoyenne, et aujourd'hui, comment tu abordes à la fois les défis écologiques, avec les multiples facettes dont Pablo a parlé, et la question de l'appropriation, quelque part aussi par les citoyens, de ces enjeux, et de comment ils peuvent élaborer une pensée, et comment ils peuvent aussi créer un débouché politique. Voilà, donc merci d'être là et de nous partager ton expérience peut-être aussi, pour commencer. Bonsoir à toutes et tous.
Peut-être moi, ce qui m'a marqué pendant la COP21, j'étais très jeune, j'avais 23-24 ans, donc j'avais plus l'impression d'observer un processus plus que d'y participer activement. Et ce qui m'a marqué, c'est le nombre de chefs d'État, de ministres qui te répètent cette phrase en boucle de « je ne peux pas aller plus loin parce que mon peuple, chez moi, là, quand je vais retourner chez moi, il n'est pas prêt à aller plus loin ». Et au fond de moi, déjà à l'époque, j'avais ce truc de « mais je suis persuadée qu'en tout cas pour la France, à minima, et l'Europe, c'est pas vrai ». Et donc c'est de là qu'est née l'envie de se dire c'est au niveau peut-être national, local, qu'il faut faire la démonstration que les élus pensent que les citoyens sont moins prêts que ce que les gens sont en fait prêts à faire. Donc comment est-ce qu'on fait ça ? Eh ben, ça se passe par des process démocratiques. Donc il y en a plusieurs, dont un qui a fait beaucoup de bruit auquel j'ai participé, qui est la Convention citoyenne pour le climat. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis en place ? Parce qu'on arrivait à un moment où le mouvement des Gilets jaunes avait émergé et où le gouvernement manipulait, je pense volontairement, la question écologique pour l'opposer à un mouvement des Gilets jaunes. Autrement dit, il opposait la question écologique et la question sociale, fin du mois, fin du monde, militants écolos, Gilets jaunes, en disant « Regardez, vous voyez bien que je ne peux pas faire plus sur l'écologie parce que les Gilets jaunes anti-écolos ne veulent pas avancer ». Or, pour avoir juste fermé ma gueule et été sur de nombreux ronds-points, aller découvrir ce qu'était ce mouvement des Gilets jaunes, ce qu'il portait, et d'abord rencontrer beaucoup de femmes, parce que c'était quand même un mouvement de femmes initialement qui a beaucoup porté les choses, me rendre compte que c'était pas du tout vrai. Qu'il y avait en effet une volonté d'écologie qui n'était peut-être pas une écologie bobo, en tout cas pas une écologie d'une taxe carbone complètement injuste socialement, parce qu'elle fait peser 3 à 4 fois plus le coût de cette taxe sur les plus précaires plutôt que de les faire peser sur les plus riches, en tout cas de manière égalitaire, mais qu'il y avait une envie d'écologie populaire très profonde. Et on le sait très bien, et tous les chiffres le montrent, que en fait, les populations les plus pauvres sont les plus écolos, pas forcément par choix, mais juste parce que c'est moins facile de prendre l'avion, c'est plus compliqué d'aller à l'autre bout à Tahiti à chaque vacances, enfin bref, je ne vais pas faire tout le schéma. Et aussi les plus impactés. Et on le voit, ça, que ce soit entre pays, les pays en développement, Bangladesh et autres, sont ceux qui sont évidemment les plus impactés, mais aussi à l'intérieur même des pays, où on voit bien que c'est les populations les plus précaires, y compris chez nous, qui prennent cher en premier, quoi. Et du coup, a émergé cette idée de se rassembler dans un collectif qu'on appelait les Gilets citoyens. Quand je dis on, c'est des militants écolos, des militants Gilets jaunes et des acteurs de la participation citoyenne, pour proposer un vrai processus démocratique, parce qu'on voyait le grand débat arriver et on a assez vu le grand enfumage arriver qui visait plutôt à mettre fin au mouvement des Gilets jaunes, ou en tout cas à le neutraliser. Donc on a dénoncé ensemble le grand débat et proposé une assemblée citoyenne tirée au sort pour réussir à répondre à une question qui est comment est-ce qu'on réduit drastiquement les émissions de gaz à effet de serre en prenant en compte la question de la justice sociale. Et au début, ce qui me semble important là-dedans de rappeler, c'est que la Convention citoyenne qui est née de ce processus-là des Gilets citoyens, elle est née non pas parce que les Gilets citoyens ont été créés, mais parce qu'il y a le mouvement des Gilets jaunes. Enfin, je le rappelle souvent, les Gilets citoyens ont pour moi juste été une courroie de transmission, parce qu'on a réussi à mettre autour de la table des personnes qui étaient suffisamment ancrées sur le terrain et des personnes suffisamment ancrées dans l'institutionnel pour que ça passe au niveau institutionnel. Mais il n'y aurait pas eu le mouvement des Gilets jaunes, le rapport de force il n'existerait pas, et donc ça me plombe quand j'entends que le mouvement des Gilets jaunes n'a servi à rien. Pour moi, il a servi à plein de choses. D'abord sur les questions démocratiques, RIC et compagnie, mais aussi sur la question de la Convention citoyenne pour le climat. Merci, mais quelque part, merci de rappeler ton parcours, comment les choses se sont passées aussi, et ton expérience là de la COP21 où tu te dis mais finalement, est-ce qu'ils ne se cachent pas derrière leur petit doigt, ces chefs d'État, et donc elle a confirmé que les citoyens étaient prêts. C'est ça aussi qui est ressorti de la Convention citoyenne. Qu'est-ce qu'il en était du débouché politique et dans quel sentiment aujourd'hui tu es après avoir donc à l'écoute sur les ronds-points des Gilets jaunes, aider les Gilets jaunes à avoir donc aussi des experts qui les ont nourris avec des fois de l'expertise contradictoire, une promesse de Macron. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Comment tu te positionnes sur ces sujets, en fait, de l'appropriation par les citoyens de l'enjeu climatique? Est-ce que tu peux nous dire où tu en es? Peut-être en 2 mots sur le processus, c'est 150 citoyens qui ont été tirés au sort pour être une sorte de mini-France, représentative sur des questions de sexe, d'âge, de zone géographique, de typologie de zone géographique, donc périurbain, rural ou urbain,
de niveau de diplôme, de catégories socio-professionnelles, donc vraiment des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres, des gens qui sont au fin fond de la France et des gens qui habitent à Paris, pour que cette mini-France, elle puisse répondre à cette question, donc liée à ambition climatique et justice sociale. Et la démonstration qu'ils font, c'est d'abord, que quand on met des citoyens lambda en position de décision dans un bon cadre de délibération, et qu'on leur donne les bonnes informations, ils arrivent à des propositions qui sont ambitieuses, cohérentes, structurantes. Autrement dit, on n'a pas forcément besoin d'avoir fait Bac+5 ou Bac+7 pour décider aujourd'hui dans le pays. Ça, je pense que c'est important de le rappeler quand on se rappelle que la démocratie, pour les philosophes, comme Aristote, c'est d'abord le tirage au sort, et que l'élection, c'est l'aristocratie. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se combiner, mais il faut se rappeler ça. Et la deuxième démonstration qu'ils ont fait... Juste, je voulais préciser que j'étais étonné que ces citoyens lambda, comme tu dis, en fait, quand on leur met des experts du GIEC, des experts, etc., ils s'intéressent aux questions écologiques, ils les digèrent et ils s'en font après porte-parole. C'était très impressionnant, en tout cas, je trouve. Ce qui était le plus sidérant sur ce que tu dis, c'est la première session où il y avait une scientifique du GIEC, Valérie Masson-Delmotte, qui est venue présenter ce que disent les scientifiques, enfin ce que tu viens de rappeler là, en gros, mais uniquement sur la question climatique. Les 2/3, voire les 3/4 d'entre eux, sont venus nous voir en disant c'est pris une claque, c'est pris une baffe, un électrochoc. Parce qu'à part quelques climato-sceptiques qui étaient là et qui ne le sont plus du coup avec ce processus, la plupart d'entre eux avaient conscience que ouais, il y a un petit problème avec le climat, mais pas du tout du niveau d'impact, du niveau d'urgence. Et donc à partir du moment où le bon diagnostic a été posé, il y a eu un intérêt mais extrême de leur part, où ils sont allés voir mais tout le monde, à la fois leur maire, l'agriculteur du coin, l'entrepreneur du coin, mais aussi leurs députés, leur maire, leur grand-mère, enfin tous ceux qui pouvaient. Et cette force de mobilisation, elle me donne beaucoup d'espoir, pour répondre à ta question aussi, de dire, en fait, quand on permet aux gens de prendre conscience véritablement de là où on en est, les gens ont envie et les gens sont prêts à aller beaucoup plus loin que ce que croient ou ce que font croire nos élus aujourd'hui. Donc c'est la deuxième démonstration, je crois que c'est ça, c'est que l'écologie qui est proposée par les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, c'est pas que de la croissance verte, comme essaie de le faire croire Macron. C'est les deux, c'est-à-dire de la croissance verte, de la décroissance, et en fait c'est un dépassement de ce débat stérile, et c'est finalement un nouveau type de progrès, une redéfinition totale du progrès, où c'est en gros moins de biens mais plus de liens. Et je crois que c'est ça qui est en creux de ce qu'ils proposent aujourd'hui. Merci donc Mathilde pour ton éclairage sur ton expérience et la Convention citoyenne. Est-ce que Paloma, tu peux aussi nous parler de ton regard sur peut-être la place des récits ou la place de l'image pour aussi que les citoyens ils arrivent à se saisir de ces enjeux au niveau écologique, et aussi qu'est-ce qui peut les mettre en mouvement. Toi, je crois que tu as filmé la Convention citoyenne. Est-ce que tu peux nous en faire part de cette expérience ? Oui, merci. Bonsoir. Oui, pour revenir sur ce que tu disais, Mathilde, et même ce que tu disais, Pablo, au début, je pense que l'un des problèmes, c'est que ce diagnostic scientifique-là, en fait, et c'est ce dont on s'est rendu compte avec la Convention, c'est que la plupart des Français ne l'ont pas. Il y a une étude de Reporters d'Espoir qui est sortie en juillet qui dit que, en gros, le climat occupe 5% des sujets, tous médias confondus. C'est 3,8% je crois sur la presse régionale, et quand on est sur les journaux télévisés c'est autour de 1 ou 2%. Je parle bien du climat, mais ça fait partie, enfin voilà, les boucles de rétroaction que tu as exprimées, enfin que tu as données. Donc c'est un des problèmes déjà, c'est le manque d'information et aussi la mise en récit de cette information. À la fois, il y a aussi un côté totalement vertigineux, c'est-à-dire que ce qu'ont vécu les citoyens, moi j'étais là et j'ai suivi donc avec le mouvement On est prêt, la Convention citoyenne pour le climat pendant 9 mois, et donc je les ai vus évoluer, monter en compétences. C'était absolument passionnant de voir ça, et moi aussi ça m'a donné beaucoup d'espoir. Il y a quand même quelques... Excuse-moi, en combien de temps En 9 mois. Enfin, en 9 mois, mais c'est en fait la Convention citoyenne pour le climat, à l'origine, ça devait être 6 week-ends, sauf qu'il y a eu les grèves, il y a eu le coronavirus. Enfin, voilà, on a eu une année sympathique. Donc, tout ça a fait que ça a duré plus de temps que prévu. Donc, c'était 6 week-ends. Et justement, ce que je trouve intéressant avec la Convention, c'est qu'ils ont eu un moyen d'action direct. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont eu cette information-là, ils se sont pris cette claque, mais ils savaient qu'ils étaient dans un processus où ils retrouvaient aussi leur légitimité en tant que citoyens à dire, mais en fait, moi, j'ai mon mot à dire. Et ce qui était super intéressant, c'était aussi à quel point tout ça a changé leur rapport à « en fait, j'ai du pouvoir » et leur rapport à leur citoyenneté, tout simplement. Et
quand on remet ça sur le grand public, l'un des gros enjeux aujourd'hui pour moi, c'est à la fois d'informer et de mettre en récit justement toutes ces problématiques et en fait de faire comprendre, par exemple, quand il y a telle loi qui est votée à l'Assemblée, comme récemment les néonicotinoïdes ou... je crois que je le dis toujours mal. Ou même la loi climat qui a été votée au Parlement européen. En fait, il faut arriver à créer un récit pour dire ce qui est en train de se passer, c'est jargonneux, ça a l'air compliqué, etc. Mais en fait, ça vous concerne au plus haut plan, parce que ça concerne votre santé, ça concerne notre avenir, etc. Et donc, il y a ça, il y a à la fois le fait d'informer, mais aussi le fait, pour moi, de donner des moyens d'action, parce que justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on a ce diagnostic scientifique, il y a quelque chose de totalement vertigineux. Il y a la remise en question totalement de notre système, notre mode de pensée, et aussi de notre rôle. Enfin, c'est-à-dire qu'on nous a réduit à des rôles de consommateurs et maintenant il faut qu'on redevienne des acteurs et donc il faut donner des moyens d'action pour ça et donc des moyens de résister qui vont aller chercher les gens là où ils sont. Donc pour moi aussi par rapport au degré de radicalité où ils sont prêts à aller, et ce que je trouve génial aujourd'hui pour terminer, c'est le fait qu'en fait on a une panoplie d'actions qui a jamais été aussi grande en fait pour quelqu'un qui aujourd'hui aurait envie d'agir, parce qu'il y en a absolument pour tout le monde et pour tous les niveaux de conscience et d'envie de radicalité ou de résistance. Merci Paloma pour cette note d'espoir et effectivement des palettes de lire des livres, en parler autour de soi, à être dans la désobéissance civile. La semaine prochaine, il y aura donc la semaine internationale lancée par Extinction Rebellion pour la désobéissance civile. Enfin, il y a toute une palette effectivement très grande. Peut-être une question assez confrontante ou pas très agréable à poser. Il y a eu des critiques par rapport à la Convention citoyenne, comme quoi ça avait été en fait une opération pour Macron de sortir par le haut de cette crise des Gilets jaunes, de faire des promesses. Une sorte de contrat qui a été passé avec les 150 personnes tirées au sort. En bloc de mettre avec référendum les décisions pour que le peuple français se positionne, ou en bloc de les passer au niveau législatif. Tu préciseras si je me trompe. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de votre bilan? Est-ce qu'il y a de la satisfaction? Est-ce qu'il y a de la déception? Comment c'est perçu par les 150? Parce que quand tu parlais de la question du pouvoir des citoyens, dont ils se rendent compte quand ils sont mieux informés des sujets scientifiques, avec des gens comme Pablo qui interviennent et qui les informent de manière qualitative, où on en est actuellement au sein de la Convention citoyenne? Est-ce que déjà elle existe ou elle est finie? Et que deviennent ces acteurs? Ta question, elle est hyper légitime et merci de la poser. L'engagement qui a été pris par Macron, c'est de passer sans filtre les propositions de la Convention, soit la voie réglementaire, soit la voie référendaire, soit la voie parlementaire. Cet engagement, c'est un engagement qui est fort, même si on savait très bien que dès le début, le sans filtre, quand c'est de la bouche de Macron, c'est jamais un vrai sans filtre. Néanmoins, le fait qu'ils le disent l'oblige d'une certaine manière à reprendre certains bouts des propositions des citoyens. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que sur le plan de relance, globalement, il a joué le jeu. C'est-à-dire qu'il a pris la rénovation thermique des bâtiments, il a pris des choses sur l'hydrogène, il a pris des choses sur les véhicules électriques, tout le temps en abaissant l'ambition des citoyens de la Convention et en shootant, et ça c'est beaucoup plus grave, tous les aspects de justice sociale. Je prends un exemple, les bagnoles électriques, ça coûte hyper cher à l'achat, tout le monde ne peut pas se le permettre. Une des propositions des 150, c'était de dire on permet de la location longue durée pour que tout le monde puisse et que demain, du coup, tu ne sois pas interdit de venir en centre-ville parce que tu as une bagnole qui date d'il y a 10, 15 ans, 20 ans et qui pollue à mort. Ça a été shooté. Et c'est comme ça un peu systématiquement. En fait, ce qui se dessine, c'est ma lecture, pour le coup, c'est que Macron reprend tous les trucs de croissance verte, pure, qui créent de l'emploi à court terme et qui lui permettent de se repeindre légèrement en vert, et shoot tout ce qui nous permet demain de créer de la résilience, c'est-à-dire d'être en capacité demain, s'il y a un choc climatique environnemental, de pouvoir l'assimiler, et surtout d'avoir une écologie qui est accessible à tous. Et donc je pense que le combat aujourd'hui qui s'ouvre, c'est quelle écologie on veut. Et donc il essaye de faire croire que c'est lui, l'écologie pragmatique, etc. Je pense que là-dessus, il faut vraiment réussir à le dégommer, et d'ailleurs ça ne marche pas très très bien. L'état d'esprit dans lequel sont les 150, c'est un état d'esprit de... le jeu n'est pas fini. C'est-à-dire que dans le processus, quand on a négocié avec les Gilets citoyens, on a mis des lignes rouges assez claires. D'abord sur l'indépendance du processus, on ne voulait pas que ce soit piloté par des ministres, comme c'était le cas du grand débat, par exemple, sur le tirage au sort, mais aussi sur le fait qu'à la fin, c'est les citoyens qui ont le dernier mot.
Quand je dis c'est les citoyens qui ont le dernier mot, c'est-à-dire qu'en novembre ou en décembre, on n'a pas encore la date, les 150 vont se réunir une dernière fois pour juger sur pièce, entre guillemets, à partir des projets de loi concrets, celui du plan de relance, celui de la Convention citoyenne pour le climat, si oui ou non Macron a respecté son engagement de passer sans filtre les propositions qu'ils avaient demandées à la voie parlementaire. Et on fera pareil pour la voie référendaire. Et donc c'est le moment où ils jugeront, j'ai envie de dire, carte sur table. Et on voit bien que là, les cartes, elles commencent à être, je sais pas comment on dit, dépliées, enfin posées sur la table, et qu'il y en a un certain nombre qui commencent à s'énerver. L'ambition qu'ils ont, c'est de rester solidaires pour pouvoir taper d'un grand coup. Et donc de pouvoir finalement casser la mécanique qu'avait pensé Macron, de dire, je fais une petite convention, des petits citoyens vont me pendre des trucs hyper généraux, et puis je vais reprendre ça, et ça ira, finalement je me repeindrai un verre avec ça. Et il y a beaucoup de gens au sein de la Macronie, ou même des économistes comme Dominique Seux, qui ne sont pas vraiment anti-libéraux, qui aujourd'hui disent, oui, Macron s'est piégé avec ce truc-là. Et ils le disent sur France Inter. Pourquoi ? Parce qu'il a cru pouvoir manipuler les citoyens. Or, le processus, la méthodologie et l'engagement des citoyens a fait qu'ils sont tellement précis que finalement, il ne peut pas non plus les balader comme ça. Alors justement, je voulais te donner la parole par rapport à ça, Pablo, parce que Pablo, avec d'autres, a donc rédigé un petit livre qui s'appelle « Ensemble, créons de nouveaux jours heureux », où les citoyens sont au cœur donc d'un projet qui part des territoires pour qu'ils définissent en fait un projet de société qui soit une feuille de route pour gouverner. Toi, comment ça te parle, Pablo, cette expérience de la Convention citoyenne, aussi sur le degré de confiance que cette expérience a généré pour Paloma et Mathilde qui ont assisté. Comment toi, ça résonne pour toi, le fait que Macron finalement ne soit pas loyal, qu'est-ce qui est inspirant, quelles limites tu vois, et qu'est-ce qui fait aussi que toi, quelque part, tu as beaucoup écrit de livres, et puis aujourd'hui, tu t'impliques pour essayer de soutenir les citoyens à s'organiser. Merci. Je vais juste réagir sur cette convention citoyenne. En fait, avec ces propositions, Macron s'est piégé parce qu'en fait, sur ce qu'il accepte, ce qu'il n'accepte pas, on voit exactement où il est et ce qui dérange. La finance, voilà ce monde, ce verrou, en fait, ce verrou juridique, politique, financier, économique, ils sont sur ces mesures qui ont sauté. Il y a je ne sais plus combien, 5 jokers, enfin, je ne connais pas exactement le dossier, peut-être tu pourras nous rappeler. Et c'est vraiment, ça montre, ça désigne des adversaires. En fait, c'est ce qu'on a voulu faire avec ce manifeste des jours heureux pour reprendre l'énergie, l'étincelle du CNR de 43 de l'époque. C'était d'abord désigner la barbarie à l'époque. Alors, à l'époque, c'était plus facile. Ils avaient un brassard rouge, c'était facilement identifiable et il y avait une occupation par un pays étranger. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas du tout pareil. Et un premier pas, en tout cas, pour le CNNR, le Conseil national de la nouvelle résistance, c'est d'abord de clarifier quelles sont les barbaries, où elles sont, etc. Donc c'est le premier pas. Ensuite, d'aller stimuler des maquis, des comités locaux partout, comme tu disais, Paloma, pour retrouver une puissance d'agir. Et localement, c'est beaucoup plus facile. Après, on peut construire à grande échelle, mais localement, on retrouve facilement une puissance d'agir, une motivation, etc. Et un espoir. C'est que quand on agit collectivement, que l'espoir revient. Et puis, enfin, recréer un horizon des jours heureux. Ça, c'était, c'est le manifeste, c'est la triple impulsion. Et je voulais juste ajouter que notre défi aujourd'hui avec le CNNR, c'est d'ajouter ce qui n'a pas été traité en 43. Il y a plusieurs manques. C'est-à-dire qu'à la base, quand on relit le document de 43, qui est magnifique, qui est vraiment enthousiasmant, qui donne des frissons, c'était pour faire une démocratie économique et sociale. Je crois que c'était ça les mots. Bon, évidemment, il manque écologique. Donc, à l'époque, ce n'était pas à l'ordre du jour. Ça pouvait l'être, mais bon, c'était très discret. Maintenant, il faut vraiment mettre ça sur la table. Démocratie économique, sociale et écologique. Ça me paraît évident, c'est la base. Bon, il y a la question des femmes, la question du colonialisme, il y a d'autres questions qu'ils avaient, et surtout de la participation citoyenne.
À l'époque, le CNR, c'était un grand défaut. Ça a créé une 5e République en mode hiérarchique, pyramidal. C'est exactement ça aujourd'hui contre lequel on se bat. Et c'est ça qu'il faut remettre au goût du jour. C'est pour ça que la Convention citoyenne, à la fois écologique et citoyenne, est plutôt intéressante comme processus. Merci de partager donc ces racines à notre projet pour des nouveaux jours heureux avec le texte rédigé sous l'égide de Jean Moulin avec le CNR qui est né le 27 mai 1943, le CNR. Si c'est possible, est-ce que tu pourrais nous développer un petit peu cette question de la barbarie, hein? Tu disais qu'il y avait des barbares contre lesquels se sont soulevés des résistants, et puis quelque part à la libération en 1945, alors qu'ils étaient des minorités agissantes, les résistants dans les maquis, finalement la majorité du peuple français s'est reconnue dans les valeurs de la résistance, et c'est ce qui a permis, parce qu'il y avait une grande assise dans les territoires, que le programme d'Ambroise Croizat puisse être mis en œuvre, et de Jean Moulin, etc. Et donc, est-ce que tu pourrais nous préciser quelles sont les barbaries aujourd'hui, et par rapport à Macron, par exemple, qui évacue la question sociale de ce qui remonte des propositions de la Convention citoyenne, quel lien tu fais entre les barbaries aujourd'hui et puis, quelque part, la politique de Macron? Est-ce que pour toi, Macron fait partie des forces qui sont agissantes en termes de barbarie? Oui, dans le manifeste, on parle à la fois de barbarie et de trahison. Après, chacun se fera son avis sur Macron, c'est très facile. Mais on ne va pas parler des heures. C'est juste pour préciser, barbarie, c'est un mot de Edgar Morin. Edgar Morin parle de deux barbaries. La première, c'est celle qui était évidente à l'époque de la guerre. C'est la barbarie des dominations, des autoritarismes, du fascisme, etc. En fait, on peut le résumer, des dominations, par exemple, contre les pauvres, c'est le capitalisme, contre les femmes, le patriarcat, contre les étrangers, contre les peuples, voilà, voilà, c'est les barbaries qui sont encore actives aujourd'hui et qui reviennent même. Donc voilà, la première, c'est relativement facilement identifiable. Il y a une deuxième barbarie dont parle Edgar Morin, c'est celle qui est beaucoup plus... moins évidente, qui est en col blanc, et qui est celle que moi j'identifie comme ce triptyque horrible de la bureaucratie couplée au management, à l'idéologie du managérial, et à cette obsession pour la compétition. Si on met tout le monde en compétition, en fait, si on convertit tout le monde en chiffres, pour les chiffres, voilà. Et le point commun de ces deux barbaries, c'est quoi ? C'est de déshumaniser, c'est-à-dire convertir les gens en chiffres, en process, en je ne sais pas quoi, et convertir les gens en moins que rien, comme le faisaient à l'époque les nazis. On déshumanise des catégories de population, et puis ça laisse libre cours après de les massacrer, on s'en fout, puisque c'est plus des humains. Et c'est ça le propre des barbaries. Seulement, il y en a une troisième aujourd'hui, qui est la barbarie de... j'hésite à l'appeler écologique, parce que c'est un mot un peu bateau, mais celle qui sort du champ de l'empathie, qui transforme les sujets en objets, et là je parle des non-humains, de tout ce qui sort de l'humanité, c'est-à-dire les plantes, les animaux, les bactéries, les champignons, peu importe la vie, la biosphère. En fait, par notre coupure nature-culture cartésienne, là, on les considère plus comme des sujets, on va dire globalement depuis 300 ans, pour simplifier, mais comme des objets. Et comme c'est des objets, on peut en faire ce qu'on veut, les vendre, les massacrer, les manger, tout comme on veut. C'est juste des marchandises. Voilà. Donc pour moi, c'est ces trois barbaries qui désignent aujourd'hui des adversaires. Et juste pour terminer, les trahisons aussi, parce ça c'est important de voir qu'il y a aujourd'hui des corps de l'État, des multinationales, des gens et des organisations qui ont trahi. Qui ont trahi quoi? Les biens communs, les idéaux du service public, les idéaux qui ont fait la France et la République, etc. Et à l'époque, le CNR, ils ont mis en place, donc après la libération, donc la création de la sécurité sociale, il y a eu la création du statut de haut fonctionnaire. Et les hauts fonctionnaires ont cette capacité incroyable, ce droit de désobéir aux ordres. C'est dans les fondements du statut de haut fonctionnaire. Ils peuvent désobéir
si c'est contre l'intérêt général, si les ordres sont contre l'intérêt général. C'est beau, et c'était le CNR qui avait fait ça. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un corps de l'État qui vend le service public, qui va à l'encontre de l'intérêt général, qui trahit, et pourtant les hauts fonctionnaires ne désobéissent pas. Donc là, il y a des trahisons aussi. Et il y a une désignation d'adversaire, pour reprendre Merci le pour terme. ce développement sur la notion de barbarie et de trahison. C'est vrai que c'est aussi important de rappeler que donc pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des trahisons au niveau de grands acteurs économiques, de banques et d'industrie, et que la réponse à la libération, ça a été un certain nombre de nationalisations de grandes banques et d'industries. C'est ainsi que sont nés EDF, la SNCF et d'autres grandes structures économiques sur lesquelles l'État s'est refondé. Je souhaiterais vraiment qu'on écoute longuement Paloma et Mathilde pour 2 raisons. La première, c'est que on s'appuie donc sur l'héritage du CNR historique qui n'a été composé que d'hommes. Aujourd'hui, ça s'impose de plus en plus dans la société le fait de valoriser les femmes parce qu'elles ont une place qui est absolument vitale pour notre avenir à plein d'égards. Et donc, en fait, j'aimerais qu'on vous donne la parole sur ce sujet de la place des femmes par rapport à la crise écologique, d'une part. Et puis aussi parce que vous vous intéressez beaucoup au rôle des citoyens, l'une et l'autre d'une manière différente, Paloma en tant que journaliste et donc Mathilde en tant que, quelque part, je dirais, soutien à l'organisation de ces citoyens. Eh bien, comment vous voyez l'avenir par rapport à la place des citoyens? Et puis, je ferai une petite digression, c'est que Claude Alfandéry, donc, qui est un résistant, qui a connu Jean Moulin, qui a libéré la ville de Die quand il était jeune, il a été chef de la résistance, oui, donc dans la Drôme, lui dit souvent que les maquis étaient en fait des lieux d'immense réflexion et que quelque part c'est une dimension qui a été extrêmement occultée. Il faut savoir que sur le Vercors, il y a l'école d'Uriage qui a été en lien avec ce qui s'est passé au niveau du Vercors. Et quand on pense résistance, on pense des trains qui sont déraillés, etc. Mais il y avait autant une jambe d'action directe qu'une jambe de pensée politique. Et que c'était, il dit souvent, c'est des clubs de réflexion un peu qu'il y avait dans ces maquis. Comme sur les ronds-points. Exactement, comme sur les ronds-points des Gilets jaunes. Et que quelque part, ça a été occulté dans la Ve République, la place des citoyens. Mais lui, il a ensuite été très initiateur dans l'économie sociale et solidaire qui place les citoyens au cœur du partage du pouvoir et au cœur du partage de la richesse dans l'économie sociale et solidaire. Et donc, ça serait bien si vous pouvez nous parler toutes les deux de votre regard sur la place des femmes par rapport aux défis écologiques et la place des citoyens aussi par rapport à ces défis et qu'on le regarde dans une perspective de solution. Vous pouvez aussi peut-être parler de là ce qu'on a initié, le CNNR avec 11 organisations. Ce week-end, donc, on lance un mouvement des jours heureux. Voilà, donc Paloma, peut-être si tu veux commencer. C'est dense. Le mouvement des jours heureux, on en parle après, non? D'accord. Non, alors simplement, en fait, pour rebondir très rapidement sur ce que tu disais, Pablo, quand tu parlais de chiffres, ça m'a fait penser à un slogan de mai 68 qu'on m'a rappelé récemment, que je ne connaissais pas du tout, qui disait « Une société qui abolit l'aventure fait de l'abolition de cette société la seule aventure possible ». Et je trouvais très beau. Et en fait, je pense que justement aujourd'hui, dans cette aventure, on peut opposer aux 3 barbaries en fait les 3 écologies, c'est-à-dire l'écologie environnementale, l'écologie sociale et l'écologie mentale, enfin subjective en fait. Et donc tout ça, ça nous amène à un questionnement systémique et à remettre en question, enfin un peu reformater notre disque dur, quoi, et à remettre en question tout ce qu'on a. Enfin, tout ce qu'on nous a toujours présenté comme des états de fait, en fait, alors qu'il n'y a pas d'état de fait, véritablement. Et donc, ce questionnement systémique, il amène à la fois, justement, à se dire que si on veut repenser ce système et abolir cette société, il va falloir qu'on aille à la fois lutter contre l'écocide, la destruction de l'environnement, mais aussi contre toutes les formes et tous les systèmes d'oppression, parce que tout va ensemble. Et que malheureusement, c'est un système qui est bien rodé et bien huilé. Et donc, il y a, par exemple, alors, on ne va pas s'apesantir là-dessus, mais il y a par exemple un mouvement aujourd'hui qui s'appelle l'écoféminisme, dont on parle de plus en plus, qui
en fait, met au même niveau le patriarcat, donc c'est-à-dire que le système d'oppression des femmes, mais aussi en fait d'ailleurs des hommes, parce qu'elle met des injonctions. En fait, c'est un système qui met des injonctions sur ce que doit être un homme, ce qu'est la virilité, et ce que doit être une femme, et qui fait énormément de mal en fait à toute la société, véritablement. Et l'oppression de la nature. Donc en fait, c'est ce système qui oppresse à la fois des individus et à la fois une nature en étant dans une forme d'objectivation, c'est-à-dire de se dire que la nature est un objet, une sorte de ressource infinie, de la même manière que on va pouvoir avoir ce parallèle-là sur le corps des femmes. Et Mathilde le rappelait, les femmes étaient extrêmement présentes pendant le mouvement des Gilets jaunes. Et une chose qui est très intéressante, c'est que en fait, dans les mouvements climat, les femmes sont surreprésentées et sont les plus engagées. Il se trouve que moi, à côté, je suis rédactrice en chef d'un mouvement qui s'appelle On est prêt, qui s'est créé justement pour montrer que les citoyens étaient prêts, comme le disait Mathilde tout à l'heure. Et dans ce mouvement-là, on a plus de 300 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et en fait, 70% de ces personnes sont des femmes, et des femmes jeunes. Et en fait, c'est assez fou de se dire que tout cet engagement dans les mouvements climat et dans les marches, dans tous ces mouvements militants, ne se retrouve pas du tout aujourd'hui dans la sphère politique, en quelque sorte. Et on l'a vu récemment avec la une de Libération qui a fait polémique, où voilà, on ne voyait que des hommes qui, pour reconstruire la gauche, il n'y avait aucune femme mentionnée. Donc en fait, oui, il y a Taubira sur le point. mais non, mais elle n'était pas sur la une de Libération. Et donc, c'est hallucinant de voir à quel point, en fait, il y a un nombre de logiciels à changer qui est énorme. Et, pardon. Alors, c'est à la fois source d'espoir et interrogeant, parce que là, en t'écoutant, donc il y a une vague qui monte de femmes jeunes qui s'impliquent de plus en plus et qui composent. Tu disais 70% des gens qui vont... être sur les réseaux sociaux d'On est prêt, mais de toute façon aussi sur les marches pour le climat. Donc en fait, à la fois je sens que, comme tu dis, il y a un statu quo, un système qui veut pas bouger, qui est bien huilé, mais en même temps il y a des femmes qui s'emparent de plus en plus de ces sujets-là. Sur la place des citoyens et des femmes, Mathilde, comment ça résonne pour toi? Comment tu vois l'avenir? Et comment aussi, parce que nous on est dans une situation où, même si on en parlera sur la table ronde d'après, sur ce mouvement des jours heureux qui naît, donc on a créé un comité de pilotage interorganisation et on se retrouve avec 75-80% d'hommes. Comment on n'arrive pas à suffisamment soutenir les femmes pour qu'elles soient aussi dans des postes donc avec mandat, etc., alors que dans les faits, dans la rue, elles peuvent être à égalité ou plus nombreuses? Comment tu analyses ça et quelles solutions? Je ne sais pas si j'aurai la réponse à tout. Mais non, mais vous partagez déjà un truc qui, moi, m'a vraiment marqué pendant la convention, au moment où on faisait le tirage au sort. Où du coup, on a pu, avec les garants et l'huissier qui était là, écouter certains appels. Et le nombre de femmes qui disaient bah non, je me sens pas légitime, moi sur le climat, j'ai rien à dire, comparé aux hommes qui, globalement, se sentent quand même beaucoup plus à l'aise. Toujours quelque chose à dire. C'était frappant. Et c'est la même chose quand on fait des invitations sur les plateaux télé pour des interviews. Ouais. Et pour autant, qui ont trouvé ensuite leur place dans le processus de la convention. C'est-à-dire que malgré tout, au début, c'est vrai qu'il y avait des prises de parole plutôt d'hommes, mais par contre que la facilitation, l'animation de l'ensemble des week-ends et du travail de la convention leur a permis de trouver leur place, et des personnes, et toutes les femmes qui n'osaient pas parler au début, ont finalement pris la parole pendant le processus. Donc ça, c'est aussi, je trouve, une aventure humaine de la convention qu'on raconte moins, parce que on parle souvent de l'impact climat, mais vraiment ce truc-là, moi j'ai vraiment vu des gens éclore et redevenir, prendre conscience de leur propre pouvoir et reprendre une posture de dignité. Et moi, ça, c'est une des plus belles choses que j'ai vues au sein de la convention, et donc je voulais vous le partager. Mais vous dire aussi que ça, à mon sens, ça a lieu parce que le cadre permet ça. Et que, à mon sens, aujourd'hui, le gros problème, c'est que les cadres de pouvoir ont été pensés, conçus par des hommes, et le cadre de la résistance aussi. Et quand vous regardez ce que font les femmes, prenez en effet les mouvements climat, c'est Greta, c'est Adélaïde, c'est des femmes, des gamines souvent, quand même, qui dans la manière de faire ont aussi finalement une lutte contre le patriarcat dans les règles du jeu, la manière de faire. Et je pense que c'est beaucoup de choses qui est de l'ordre de non pas qu'est-ce qu'on fait, mais la manière dont on le fait.
Et moi, je l'ai vécu à titre personnel pendant la COP 21, typiquement. Pour me faire entendre, j'ai pris des codes d'hommes. Et aujourd'hui, si je suis une grande gueule, machin, c'est aussi beaucoup parce que il y a un moment dans ma vie où j'ai été forcée de... Et en fait, j'ai plus envie de faire ça. Et donc, typiquement, c'est comment est-ce qu'on change les règles du jeu politique, les règles, la manière de fonctionner au sein du Conseil national de la résistance, en gardant ce qui est génial au sein des règles de ce Conseil, mais en ouvrant, en permettant à des personnes qui, aujourd'hui, sont opprimées, d'y parvenir. Mais je voudrais juste insister sur le fait qu'il y a, dans ce tirage au sort, il n'y avait vraiment pas que les femmes qui ne se sentaient pas légitimes. Moi, j'étais sidérée de voir les réponses des personnes de classe pop. Mais vraiment. Et tu comprends pourquoi est-ce qu'à l'Assemblée nationale, tu as un ouvrier alors que c'est 20% de la population française. Et que, du coup, dans le tirage au sort, on a vraiment bataillé, on voulait avoir une vraie Midi-France. Donc on a finalement 20% de classe pop, et ça change tout. Mais je trouve que l'oppression, il y a un truc de comment est-ce qu'on gère les oppressions ensemble, c'est-à-dire de pas, parce qu'on lutte sur la question féminine, oublier que les classes pop sont opprimées, oublier que sur la question du racisme, il y a aussi un énorme enjeu. Et pour moi, il y a vraiment un truc de comment on lutte contre les oppressions de manière générale et quelles sont les règles du jeu pour lutter contre les oppressions, y compris contre la nature. Et je crois que c'est vraiment un rapport à soi, à l'autre et en général une posture à changer, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que Pablo, tu veux rebondir ? Non, c'était un petit détail, c'est pendant les coups de fil, là, quand ils disaient non, je suis pas légitime, vous essayez de les convaincre ou vous raccrochez ? Ouais. Non, bah non. C'était un travail de... Il y avait un texte qui avait été qu'on avait testé avant, justement pour pouvoir embarquer y compris des climato-sceptiques, parce qu'on voulait qu'il y ait des climato-sceptiques pour être représentatifs de la France. Du coup, il y avait un petit topo. Malgré tout, ça reste beaucoup plus difficile d'avoir ces catégories de personnes-là. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en gros, si tu fais un tirage au sort comme ça, où tu prends les 150 premiers, je caricature, mais à peine, tu as 150 hommes CSP+, Bac plus 5. Pour avoir des femmes, des classes pop et des jeunes, tu as besoin de passer beaucoup plus de coups de fil de cette catégorie de population. Qu'est-ce que tu leur dis pour les convaincre ? T'as plein, je pourrais vous retrouver le doc qu'on avait écrit, mais t'as le fait que typiquement quand t'es climato-sceptique, si au contraire votre avis est le bienvenu, parce que ce qu'on veut c'est l'ensemble de la France. Si vous n'y croyez pas, c'est important qu'il y ait des gens qui disent au sein de l'Assemblée, ça sert à rien finalement. Et d'ailleurs, il y en a un qui est arrivé, premier week-end, je sais pas si tu te souviens, Paloma, qui disait, moi je suis là parce que je considère que le changement climatique c'est pas de la faute de l'homme, donc ça sert à rien de faire des propositions qui relèvent de nous humains et encore moins de nous Français, quoi. Donc je suis là pour vous dire que faut rien faire, quoi, et arrêter les conneries. Et c'est un peu ça pour l'ensemble des catégories de population, de trouver les bons arguments. Mais à vrai dire, en vrai, la réalité, c'est qu'il faut réussir à changer la société, parce que normalement, moi j'espère que demain, on arrivera à avoir un monde où, dans le tirage au sort, que tu sois homme, femme, sans diplôme ou bac plus 5, tu réponds de la même manière. Enfin, en tout cas, c'est ça que j'attends du combat que mène le CNNR et le projet des Jours Heureux. Et c'est pour ça que ce qu'on souhaite apporter avec Démocratie Ouverte, c'est des méthodes qui permettent d'embarquer tout le monde et pas uniquement la population qui était là pendant le CNR de l'époque. Est-ce que Pablo, comme on est sur le thème en particulier de l'écologie, mais traité aussi avec l'angle de comment les citoyens peuvent s'approprier ces sujets, les liens entre la démocratie et l'écologie, est-ce que toi tu peux nous raconter aussi en retour d'expérience, quelque part par rapport à tes écrits, au niveau de l'entraide ou au niveau de la collapsologie, les publics que tu sens touchés, est-ce que tu as des publics qui sont très variés ou c'est un public qui est assez récurrent ? Est-ce que tu peux nous partager ton retour d'expérience à ce niveau-là ? J'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé, mais je vais essayer de faire vite. Oui, en fait, notre démarche, ça a toujours été, depuis une dizaine d'années, d'aller voir tous les publics, donc un maximum. Alors, on est né dans la science, donc entre scientifiques, avec des questions très scientifiques, et on allait voir un petit peu ceux qui s'intéressaient aux questions. Et puis, j'ai bossé 4 ans dans l'éducation populaire, et dans une assoce en Belgique, et on était avec un public plutôt associatif, ouvrier, syndicaliste, etc. Et puis après, j'ai été invité peu à peu, et j'ai dit oui à toutes les invitations. Et notre but, c'était que ce mot, le concept d'effondrement, de catastrophe, de collapsologie et tout, soit diffusé partout. Je voulais pas qu'il soit étiqueté
écologie ou gauche ou droite ou peu importe. Je voulais qu'il aille partout. Et pour moi, mission accomplie. Aujourd'hui, maintenant, il faut, parce que c'est partout, il faut en faire quelque chose. Mais à l'époque, c'était... Et pourquoi il allait partout? Parce que l'idée était dans l'air. C'est mon interprétation. C'est-à-dire que où qu'on aille, à l'époque, on avait des gens qui faisaient... de plus en plus, dans la salle, je sais pas, devant 300 personnes, je disais des choses horribles, juste des rapports scientifiques, des choses atroces, et qui au début démontaient les publics. Ils ressortaient livides parce que j'étais vraiment pur dans l'explication des chiffres horribles. Mais moi, j'en ai pleuré. Et les gens, souvent, au début, partaient en pleurant au milieu de la conférence. Ça m'arrivait tout le temps, des gens effondrés. Et peu à peu, j'ai vu... Alors moi, j'ai adouci la chose. J'ai quand même eu de l'empathie. Enfin, j'ai travaillé ça. Mais au fur et à mesure des années, les gens disaient oui, oui, oui. Et il y a eu de moins en moins de discussions. Et donc, on a vu des entreprises, des chefs d'entreprise. On est allé dans des différentes religions, des classes, différentes classes sociales, différents secteurs d'activité. Et à chaque fois, c'est les mêmes questions. En fait, il y a une urgence, on est dans la merde, il faut s'entraider. C'est toujours la même chose. Il y a des verrous, voilà. Et c'est vraiment société. Je ne sais pas comment le dire autrement. Merci Pablo pour ce retour d'expérience et ravi aussi de découvrir que tu étais allé volontairement vers tous les publics. Donc bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en poser via le mail ou les moyens pour nous poser des questions. Moi, j'aimerais qu'on se projette un petit peu. Alors effectivement, cette table ronde est sur la question de la crise écologique. Nous, notre manière d'y répondre dans ce qu'on a commencé à initier avec ce projet des Jours Heureux, c'est de mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs de l'écologie, avec Extinction Rebellion, mais aussi avec des acteurs de la question sociale. Notamment, il y avait Samuel tout à l'heure de la coordination des intermittents et des précaires. Il y a aussi beaucoup de gilets jaunes qui sont membres de la dynamique. Il y a la rencontre des justices. Il y a mieux voter par rapport au fait d'oxygéner la démocratie avec de nouvelles pratiques. Et donc j'aimerais vous écouter, notamment Paloma et Mathilde, parce qu'on se rend compte, nous, qu'on lance donc cette initiative Interorga pour des nouveaux jours heureux. Dans ce qui est donc ce comité de pilotage, on a 3/4 d'hommes. Et puis, il y a cette volonté d'aller vers un système qui donne une même facilité à une femme qu'à un homme de dire oui pour s'engager, oui pour prendre des responsabilités. On veut aller vers un horizon des jours heureux où qu'on soit ouvrier ou Bac+5, qu'on soit autant à l'aise à prendre la parole et à s'impliquer. Concrètement, comment on fait? Quel prochain pas pour vous afin que, on mette en cohérence ce à quoi on aspire et puis nous, la construction de notre mouvement, parce que très concrètement, on cherche un soulèvement au printemps prochain avec des dizaines de milliers de personnes qui s'impliquent. Et donc, comment on fait? Bonne question. Il y a des personnes qui travaillent depuis des années pour craquer le truc. Déjà, je pense que la première chose qui est peut-être un peu plus conceptuelle, c'est déjà comment on donne envie. Aujourd'hui, on a beaucoup l'habitude de se battre contre, mais peu de se battre pour. Et donc, c'est peut-être d'essayer de raconter en fait ce qu'il y a derrière ces nouveaux jours heureux. Et comment est-ce que en fait on peut, à travers ces nouveaux jours heureux, inventer un autre type de société. Enfin, c'est cette société à laquelle je pense on aspire toutes et tous, qui prennent, en fait, qui respectent le vivant sous toutes ses formes et qui soit, comment dire, la moins pire possible et peut-être la meilleure possible. Alors à la fois justement avec les conditions dans lesquelles on va vivre, hein, et donc et savoir comment est-ce qu'en fait on va gérer l'invivable d'une certaine manière, et tout en étant les plus idéalistes et réalistes possibles. Donc c'est un grand écart assez compliqué, mais je pense que c'est quelque chose de très important aujourd'hui, de dire aux gens pourquoi ils se battent et pourquoi ils se battraient s'ils venaient participer aux assemblées populaires en fait du CNNR. Et ensuite, il y a un certain nombre de choses qui sont faites pour faire en sorte qu'il y ait
un public très large. Je pense que par exemple ce qu'on est en train de vivre ce week-end, avec des techniques de facilitation qui font que en fait tout le monde a la parole et que ce n'est pas forcément la personne qui va être la plus à l'aise à l'oral ou qui va parler le plus fort qui va pouvoir le plus parler, c'est déjà quelque chose de très fort parce que ça crée des mécanismes de confiance et ensuite je pense que ça crée des cercles vertueux, exactement comme la convention où c'est des personnes, on les a appelées un matin, elles se sentaient absolument pas légitimes, pour certaines ne s'intéressaient pas du tout à la politique et elles n'avaient pas grand chose à faire des questions environnementales, enfin je dis ça d'échanges que j'ai pu avoir avec elles, et qui d'un coup se sont dit « Ah mais en fait oui, j'ai mon mot à dire et on me fait confiance ». Et cette confiance-là, ce pari sur l'intelligence des citoyens et des citoyennes, pour moi, il est essentiel aujourd'hui. Et donc déjà, ça, c'est la première pierre. Après, pour moi, c'est quelque chose qui va être aussi très difficile parce qu'il y a toute une catégorie de la population aujourd'hui qui n'a plus envie, en fait, qui n'a plus d'espoir à donner, qui n'a pas le temps, en fait, de même penser à ces questions-là, et qui ensuite... en fait, ne peut plus être déçu et donc est résigné. Et donc, c'est contre cette résignation qu'il va falloir se battre. Et aussi, et ça, je vais te laisser, Mathilde, parler là-dessus, mais aller chercher aussi en fait, les gens là où ils sont pour qu'on ait une population qui soit vraiment représentative de la diversité de la population française et qui ne soit pas celle du grand débat, quoi. Voilà, à toi, Mathilde, comment on fait pour que les femmes... et quelque part tous les gens qui sont en dehors des mobilisations ou qui sont pas dans des postes à responsabilité, comment on fait en sorte pour les inclure, pour faire en sorte qu'ils se sentent à l'aise, comment tu vois les prochains pas dans les mois qui viennent, sachant que, je le rappelle, c'est vraiment le projet des Nouveaux Jours Heureux, qui a vocation à créer une feuille de route pour gouverner la France, pour dans cette période d'incertitude, qu'il y ait de l'entraide, qu'il y ait de la dignité pour chacun, que chacun puisse manger, que chacun puisse créer un avenir heureux pour lui et les siens. Donc comment toi tu vois les choses de manière très concrète? Je suis d'accord avec Paloma sur la question de l'imaginaire. C'est-à-dire que, et pour moi c'est une des grandes faillites des écolos aujourd'hui, écolos au sens politique mais aussi au sens militant, je prends pour mon grade, hein. C'est le fait qu'on n'a pas de projet qui donne envie, ou qui donne envie qu'à une catégorie de population. Et je trouve qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que, en gros, je suis désolée, mais pour les classes pop, le modèle productiviste, il est plus sécurisant. Et dans un moment où c'est quand même les classes populaires qui prennent le plus cher, elles ne sont pas prêtes à encore prendre plus un risque pour un modèle qui n'est pas clair de c'est quoi ma place dans un monde écolo demain. C'est pas clair pour tout le monde et je pense qu'il y a un objet de clarification de qui tire bénéfice de ce modèle-là, où aujourd'hui, vu qu'on a... finalement, on aborde à peine vraiment politiquement la question de quelle écologie on veut, on n'a pas encore résolu ce problème-là, et je pense que pour le coup, le CNNR doit le résoudre. Le deuxième, je fais très vite, c'est de demander aux femmes. Typiquement, au comité de pilotage, en fait, il y a 2 représentants par orga. Demander à ce que ce soit une parité ou qu'il y ait plus de femmes, si vous voyez qu'il y a des endroits où il y a plus d'hommes. C'est assez simple, mais ça change tout. La troisième chose, c'est que le temps ne soit pas décisionnaire. Ce que j'entends par là, c'est que souvent, c'est ceux qui font qui décident. Et si on est dans les logiques comme ça, c'est forcément les personnes qui ont le moins de temps et qui sont en général celles qui sont le plus en galère. Et les femmes parce qu'elles ont les gamins. Ceux qui ont du mal à boucler leur fin de mois parce qu'elles vont aller bosser le week-end. Et donc c'est un sujet de comment tu t'organises pour que le temps ne soit pas le facteur décidant. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a encore des choses à travailler là-dessus sur le CNNR. C'est mettre du tirage au sort dans certains process. Et je ne développerai pas, mais c'est aller là où sont les gens pour que ce soit accessible pour eux. Merci. Donc, juste pour clarifier aussi pour les gens qui nous écoutent, donc le CNNR a initié une démarche des Jours Heureux et il l'a initié avec d'autres organisations. Donc désormais, on va de plus en plus parler d'un mouvement pour les Jours Heureux, initié par le CNNR avec un certain nombre d'organisations, partenaires pour certaines, d'autres locomotives. Et donc, on est très heureux que notamment Démocratie Ouverte, mais aussi l'Université du Nou, nous aide pour tout ce qui est méthodologie afin d'inclure tout le monde, les femmes, les hommes, les publics défavorisés, et notamment qui est mieux voté pour aller vers d'autres systèmes donc de prise de décision plus qualitatifs que le simple vote à la majorité. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que Pablo, tu veux nous partager toi, quelques mots sur l'avenir du pays, les questions d'écologie,
Et la question du bonheur. Après la collapsologie et l'entraide, c'est quoi la suite, Pablo, en 2 mots? Tu as 30 secondes. Bon courage. Non, mais pour rester sur l'écologie, en fait, là, c'est un thème qui m'intéresse au niveau biologique. C'est que on a traité avec les copains, les collègues, comment les seuils de bascule s'effondrent. En fait, comment il y a des phénomènes imprévisibles et inattendus comme ça. Et en fait, on constate aussi en écologie, en biologie, qu'il y a des phénomènes imprévisibles de renaissance, en fait, comment on dit, de régénération. On l'a vu avec le confinement, comment, quand on laisse tranquille la faune sauvage, en fait, certaines se redéploient très vite. Et en fait, il y a la même chose avec les humains. L'histoire est faite de seuils, de révolutions, d'insurrections, en fait, de signes noirs, dit le philosophe Taleb, c'est-à-dire d'événements imprévisibles qui bouleversent l'histoire. En négatif ou en positif. Voilà. Et l'idée, c'est de toujours mettre la pression. On ne sait pas où sera le seuil, mais il faut continuer à mettre la pression. Et l'espoir, il ne vient pas d'une chance qu'on aurait de réussir. Ah, je vais m'engager parce que oui, on a des chances de réussir. C'est pas ça l'espoir. L'espoir, c'est on y va, on veut porter ça. On ne sait pas où sera le seuil. On ne sait pas si on a des chances de réussir. Limite, on s'en fout. C'est ça que je veux. On y va ensemble, et lorsqu'on se met ensemble, une dynamique et un frisson qui fait que l'espoir revient. L'espoir, c'est pas attendre, esperar, on dit en espagnol, c'est pas passif l'espoir, c'est actif. On y va avec cet horizon, et l'horizon, c'est les jours heureux, c'est à nous de le décider ensemble. Merci beaucoup pour cette table ronde sur l'écologie et les jours heureux. Et merci donc à Mathilde de Démocratie Ouverte, Pablo qui est aussi auteur du livre 35 propositions pour un retour sur Terre, Paloma de Mieux Voter, et donc à très bientôt pour construire des jours heureux.